Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Tops, le Hog. Avant quelques tests de coupe, quelques dimensions et quelques caractéristiques du Hog, je ne peux pas parler de ce couteau-ci sans mettre à côté, pour moi c'est vraiment un frère, j'ai envie de dire, le Tops Bob. Alors déjà c'est la même marque, Tops, et ensuite ils se ressemblent tant par la taille, l'épaisseur de la lame, l'ergonomie, on retrouve cette hyper bonne ergonomie au niveau du manche, je reviendrai dessus un petit peu plus tard, mais vraiment c'est deux couteaux qu'on peut très facilement comparer. Vous avez une longueur totale sur le Hog de 25 cm, la longueur de la lame c'est 11,3 cm, on est sur une épaisseur de 4,7 mm, c'est du costaud, c'est la même épaisseur, hein, je vous les mets l'un à côté de l'autre que sur le Tops Bob. Donc on remarque ici, pas de jimping sur le Hog, à la place des intercalaires rouges, elles sont blanches, c'est magnifique, toujours une très très belle finition de la part de Tops. Et vous aurez remarqué la grosse différence, ça va se situer dans la forme de la lame et dans l'émouture. Ici on était sur une émouture scandinave, Scandivex, puisque le tranchant se terminait légèrement, était convexifié au niveau du tranchant. Ici on est sur une émouture plate quasi totale, j'ai envie de dire émouture plate, avec un tranchant en V un petit peu plus classique, certainement plus facile à affûter également sur le terrain qu'une émouture Scandivex. On me pose régulièrement la question de comment affûter ce genre d'émouture. La vidéo va arriver, mais c'est vrai que sur le terrain, ça va être un petit peu plus contraignant à affûter, alors qu'avec celui-ci, n'importe quelle petite pierre, céramique, diamant, peu importe, une DC4 de chez Folkniven, ça très facile à affûter et très facile à retrouver un tranchant. On est sur un acier 1095 au carbone, qui pour moi, et voilà, je vais le dire maintenant, mais qui est pour moi supérieur au 1095 de chez Essie. Celui-ci c'est un modèle qu'on pourrait aussi rapprocher, alors je ne l'ai pas, du nouveau Essie 4 HM qui vient de sortir, avec une forme de lame par rapport au Essie 4 classique, une forme de lame un petit peu différente et surtout une poignée qui m'a l'air et qui me semble beaucoup plus ergonomique que sur le Essie 4, et avec un étui cuir également, donc un couteau peut-être plus orienté, le Essie 4 HM plus orienté bushcraft, plus orienté bivouac, alors que le Essie 4 classique avec son étui Kydex c'est un couteau peut-être un petit peu plus tactique. Mais voilà, c'est vraiment deux couteaux, je pense que le Hog et le Essie 4 HM qu'on pourra rapprocher. Maintenant, comme je vous ai dit, je préfère, et de loin, le travail, le traitement thermique qui est fait par Tops sur leur 1095. Je trouve qu'on a un tranchant qui dure beaucoup plus longtemps qu'avec les couteaux Essie. Je vous invite d'ailleurs à aller voir une des vidéos qui a sorti Blade HQ, donc une chaîne américaine. La vidéo elle est en anglais malheureusement, mais juste les images elles parlent d'elles-mêmes. Je vous mets un lien dans la barre de description juste en dessous où ils ont fait un tour du magasin, enfin de l'usine Tops, et où ils montrent les différentes étapes d'une fabrication d'un couteau et de plusieurs couteaux de la marque Tops. Et je le savais déjà, mais c'est des couteaux, j'ai envie de dire, semi-industriels, où la main de l'homme, elle intervient énormément dans la fabrication de chaque couteau. Je vous invite vraiment, c'est hyper intéressant d'aller voir, donc encore une fois, hein, la vidéo elle est dans la barre de description, d'aller voir cette vidéo où on voit tout le travail qui est fait au niveau du traitement thermique, le travail qui est fait au niveau du revêtement, le travail qui est fait au niveau vraiment de l'assemblage des couteaux. Franchement, c'est magnifique, et c'est aussi pour ça que je voulais posséder un autre Tops. Alors, on va continuer, forcément vous êtes sur une construction plate semelle. Donc ici un gros trou, on verra tout à l'heure si c'est utile ou pas. Et ensuite ce couteau il a été dessiné par, donc c'est marqué dessus, Dave Williams qui est un ancien marine, donc de l'armée américaine, et qui trouvait pas vraiment de couteau à son goût, qui cherchait un couteau à la fois tactique et à la fois de survie, et avec une bonne ergonomie. Donc voilà, il a travaillé avec la marque Tops et ils ont sorti ce couteau en 2013. Et c'est vrai, j'avoue que l'ergonomie du manche sur ce couteau, il est encore un poil au-dessus du Tops Bob. On a vraiment une super bonne ergonomie, un manche un petit peu plus fin, un petit peu moins carré que sur le Bob. On voit hein, ici c'est hyper contourné, plaquette en micarta bien sûr, mais vraiment une hyper bonne ergonomie et une forme de lame, voilà, donc comme ce que souhaitait Monsieur Williams, une forme de lame un petit peu plus tactique avec une forme drop point, mais quand même avec un bon belly ici, donc on va avoir une bonne force de tranchage. J'ai envie de dire une forme de lame un petit peu plus classique et avec une émouture un petit peu plus classique que ce qu'on pourrait retrouver sur le Bob. Voilà, pour tous ceux qui cherchaient un couteau peut-être un petit peu plus orienté tactique que purement bushcraft et purement rando, je pense que le Hog 4.5 est une très bonne alternative.
Alors autre gros avantage de cette lame par rapport au bob, comme vous voyez le revêtement il va jusqu'au tranchant, donc ça va éviter d'avoir des soucis de rouille. Le problème du 1095 au carbone, c'est que c'est un acier qui va avoir tendance à rouiller si on n'en prend pas soin régulièrement. Et ici, vu que le revêtement descend jusqu'au niveau du tranchant, ça va éviter d'avoir toutes ces marques qu'on pourrait avoir sur le Tops Bob. Je sais que pour certains ça a son importance. Alors ici on est sur un couteau qui pèse 240 grammes. Le bob, à titre de comparaison, c'est 280 grammes, donc un poil plus léger que le Tops Bob. Et le SI4 HM, il est à 140 grammes. Donc ici, on a 100 grammes de plus par rapport au SI4 HM. J'ai envie de dire que celui-ci va être va être plus typé survie, plus typé, on va dire, entre guillemets bourrin, un couteau qui va être d'une construction un poil plus solide, un poil plus lourd, un poil plus encombrant aussi également lorsqu'on va avoir le transporter, mais sur un couteau d'une construction qui va être à mon avis un petit peu plus solide que sur un SI4 HM qui pour moi reste dans le domaine le HM, dans le domaine du bushcraft, dans le domaine de la rando, alors que celui-ci il a vraiment été conçu comme couteau de survie, donc ça va être un couteau qu'on va pouvoir martyriser. C'est un couteau qui va pouvoir supporter pas mal de grosses tâches sans vous lâcher. Là je suis sur une section, je suis peut-être un petit peu optimiste, mais j'ai envie d'essayer là-dessus. Alors on est sur un tranchant rasoir, hein. Franchement Tops, pardon, il fait des merveilles au niveau du tranchant et au niveau de la réalisation de ses couteaux. Donc ici vous voyez c'est sur un bon diamètre de branche d'un arbre qui est tombé depuis un moment, donc qui est bien sec, mais j'ai envie d'essayer, donc je passe pas de dragonne. Et pour les coupes à la volée on est quand même sur donc comme j'ai dit un manche, hein, ici avec une petite courbure en fin de manche, et le petit doigt il va avoir une tendance naturelle à vouloir se glisser ici dans le trou, donc du coup le couteau il part pas. Comme j'ai dit, je suis peut-être un peu optimiste. Attendez, je rappelle mon chien. Kali, arrête! Elle est en train de creuser dans la terre. Alors, évidemment, avec une taille de lame de cette taille-là, ça va pas en faire un excellent chopper, hein, pour les coupes à la volée. Mais, question solidité et finalement efficacité, c'est pas mal du tout. Bon, le couteau a quand même une tendance à vouloir partir, hein. Je pense que la dragonne, franchement, si je devais faire ça toute la journée, je passerais la dragonne. Mais plutôt efficace, hein. On n'a pas vraiment une grande taille de lame. Ouais, vous voyez, le couteau il a vraiment tendance à vouloir partir. Mais voilà, si on avait que ça comme couteau de survie, pas de scie, et ben on pourrait quand même y arriver à se débrouiller. Voilà. Et voilà. On est quand même, comme je vous ai dit, sur une bonne section d'un bois bien sec, et ben qu'on va bâtonner. Parce que j'ai une bonne longueur ici et ça me paraît pas mal, mais en tout cas l'efficacité vraiment pas mal du tout. Passer une dragonne certainement si on veut vraiment pas avoir à replacer le couteau tous les 3-4 coups. Mais après je vous montre, hein, au niveau du tranchant, ça bouge pas, hein. Alors le revêtement, comme sur tous les couteaux, va avoir tendance à partir, mais il n'y a pas très rapidement en tout cas. Je vous montre l'autre côté. On dirait qu'il a... Non, bah, rien du tout. Non, ça bouge pas, ça bouge pas. Donc là c'est la section, hein, que je viens de couper. Donc si on avait que ça comme couteau, voilà, on pourrait vraiment se couper une petite section, on prend un autre morceau de bois, on se fait un peu de bâtonnage. Ça et un allume-feu, un fire steel, et vous pouvez commencer à faire un feu. Donc si vous aviez que ça comme couteau, à la limite ça suffirait. Après c'est sûr que si vous avez une lame un petit peu plus importante, vous allez pouvoir faire un petit peu plus de travail, un peu plus de coupe à la volée. Mais voilà, maintenant celui-ci on est quand même sur une taille assez compacte, un 25 cm, c'est pas trop grand, c'est pas trop encombrant, c'est hyper maniable, et pour le poids, là 240 grammes, franchement c'est hyper pratique et hyper maniable. Je reviens dessus avant de bâtonner.
puisque si vous regardez la vidéo de Blade HQ, il parle beaucoup du choix, pourquoi ce choix de 10,95 au carbone, pourquoi ce choix de cet acier sur la totalité de leur gamme de couteaux, et donc le responsable de chez Tops, il répond qu'il voulait un acier qui était facile à affûter sur le terrain. Il prend l'exemple que, par exemple, si on est sur le terrain, un militaire par exemple, et qui n'a aucun moyen d'affûter son couteau, il prend une petite pierre assez lisse, un style galet par exemple, et en passant dessus quelques fois, il va réussir à retrouver un tranchant sur son couteau, d'où le choix du 10,95 au carbone, qui est un acier qui peut s'affûter vraiment hyper facilement. Voilà, c'était la petite parenthèse. Pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo de Blade HQ. Donc ici, alors le bâtonnage, ça va lui poser aucun souci. Les moutures plates, ça va progressivement écarter le bois. Ici, quasiment 5 mm d'épaisseur, vraiment aucun souci. On peut lui taper dessus sans aucun problème. Voilà, ça passe à travers tout seul. Là, ici, en plus, on est sur du bois hyper sec, hein. Donc ça va être vraiment parfait pour, si on voulait s'allumer un feu, pour le bâtonnage. Vraiment aucun souci. La pointe, relativement fine, mais relativement costaud également. On va avoir un peu plus de pointe et de pouvoir de pénétration qu'avec le bob, d'où ce côté un peu plus tactique. Mais alors après, voilà, on peut vraiment aller dans le très fin également. Vraiment, ça lui pose ce genre de travail en tout cas lui pose aucun problème. C'est vraiment pour ça aussi qu'il a été fait. Comme j'ai dit, couteau de survie, couteau tactique. Mais après, franchement, pourquoi pas, hein. Pour moi, ça ne sera pas un couteau tactique, ça sera plutôt un couteau de rando, un couteau de bivouac. Comme vous le savez, moi, j'adore ces émoutures plates. Et comme j'avais précisé précédemment, c'est quand même avec une petite pierre céramique ou une petite pierre diamant, ça va être quand même beaucoup plus facile à affûter lors d'un bivouac qu'avec le Tops Bob, qui va demander un petit peu plus d'attention. Vous voyez, là, ça va vraiment dans le très très fin. Et ça lui pose, ce genre de travail en tout cas lui pose aucun problème. Donc ici on est sur un talon dépassant. Bon, maintenant qu'il va être, bien sûr, on peut l'imaginer beaucoup plus fragile que s'il n'y avait pas ce gros trou ici. Pourquoi un trou si gros? J'en ai aucune idée. Alors c'est très facile, hein, forcément, de passer une paracorde, de passer une dragonne autour. J'ai personnellement aucune idée de pourquoi ils en ont fait. Peut-être pour le style, pour suivre un petit peu l'ergonomie du manche. Voilà, en tout cas il y a le mérite d'avoir un petit talon dépassant, donc on va pouvoir taper légèrement dessus. Et je vais vous montrer la solidité générale du couteau. Voilà, on peut vraiment donc taper dessus, hein, sans forcément quand même. Voilà, ça aura plutôt tendance à casser qu'un talon dépassant classique, on a envie de dire. Mais là, vous voyez, si j'arrive comme ça et sur la torsion latérale, vraiment aucun problème. C'est un couteau que j'ai pas peur de, entre guillemets, martyriser. C'est un couteau que j'ai pas peur d'utiliser. Ça respire la solidité. Vraiment. Voilà, juste en torsion latérale. Sans aucun problème. Alors je le mets de l'autre main parce que je suis droitier. Voilà, ça écarte le bois. Et ça bouge pas. Alors le revêtement, je vous montre. Eh ben, il va forcément avoir des traces d'usure et d'utilisation. Mais vous voyez, même au niveau du tranchant, il part pas. Il s'abîme, c'est sûr, mais il ne part pas. D'où la qualité du revêtement de tous les couteaux Tops. Le seul reproche que je vais faire à ce couteau, ça va être sur son étui. Je trouve que c'est dommage. J'aurais tellement préféré qu'ils mettent un étui comme sur le Bob. Moi j'adore ces étuis Kydex, ça prend pas beaucoup de place, c'est pas encombrant, c'est pas lourd. Le couteau, ça le sécurise bien à l'intérieur. Vous avez le choix de porter le clip ceinture ou pas. Voilà, moi franchement j'adore ces étuis, ou alors un étui cuir à la limite. Par contre celui-ci, voilà, ils ont mis un étui en nylon, un étui beaucoup plus tactique, j'ai envie de dire, qu'avec qu'un étui en Kydex. Je me fais attaquer. Voilà, c'est vraiment
pour moi c'est vraiment le point négatif. Alors il y en a qui aiment. Le gros avantage, c'est sûr que ça va sécuriser le couteau à l'intérieur de l'étui. Donc voilà, la tête en bas, vous voyez, il repose ici. Donc on va pas le perdre. Hein. Donc côté tactique, pour tous les militaires, je sais pas, par exemple, qui serait... voilà, c'est un saut en parachute par exemple, qui se retrouve la tête en bas, enfin peu importe, en tout cas le couteau, c'est clair et net que s'il est attaché à votre ceinture ici avec le passant, le couteau vous n'allez pas le perdre, vous avez différentes sortes d'attaches molles pour attacher sur un sac, enfin voilà, vraiment l'étui typé tactique, typé militaire. Ensuite, si vous enlevez ça, et cette partie-là, elle s'enlève, regardez, je vous montre. Voilà, donc vous pouvez à la limite, si vous vouliez, juste vous prendre le couteau comme ça, donc un étui un petit peu plus classique, un peu plus normal en utilisation. Par contre, ici, vous avez zéro rétention du couteau, mis à part le scratch, ici, et encore le scratch, hein, à force de l'utiliser, et si jamais vous avez passé un petit peu dans la terre et tout, il va s'encrasser, donc du coup, il va beaucoup moins marcher. Mais autrement, le couteau, hop, et ben on le perd. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Même si on met le scratch, hop, le couteau, on a force, voilà. Zéro rétention, c'est pas fait pour, mais je trouve que voilà, c'est dommage. Alors après, on a la possibilité de remettre une petite pierre affûtée, un petit multi-tool ici, pourquoi pas. Voilà, maintenant, moi je suis vraiment pas fan de ces étuis nylon, et pour moi, c'est vraiment le point négatif sur ce couteau, ça va être son étui. Voilà, trop encombrant, trop tactique à mon goût en tout cas. Perso, j'en ai pas l'utilité, donc je pense que je vais faire appel à un ami pour qu'il me fasse un petit étui cuir bien sympathique, et du coup l'orientation peut-être un petit peu plus bushcraft, un petit peu plus bivouac qu'avec cet étui nylon. Voilà, petite parenthèse vraiment vite fait, je disais justement que je me faisais attaquer là par des bestioles. J'ai tout le temps ça dans mon sac avec moi. J'ai trouvé ça, donc c'est commun hein, en pharmacie ou j'imagine même en grande surface. Ça vous protège des moustiques, des guêpes, des tans et surtout des tiques. Ça m'est arrivé lorsque je mettais pas cette bombe et que je me balade en short dans les hautes herbes de me choper des tiques. L'année dernière, j'ai dû me choper franchement des petits tiques, mais au moins 5-6 tiques sur moi. Vous le voyez au moment de la douche régulièrement, et c'est embêtant puisque le tic ça véhicule des maladies, dont la maladie de Lyme, qui est une maladie hyper dangereuse. Après les soins, c'est vous allez vous taper des antibiotiques pendant 2-3 années. Déjà la maladie, avant d'être déclarée, elle peut prendre 2-3 ans. Enfin, je suis pas un spécialiste, je suis pas médecin, mais voilà, vaut mieux se prémunir de tout ce qui pourrait être piqûre de tiques, piqûre de tans, piqûre d'abeilles, et surtout des moustiques. Les moustiques, ça fait pas mal, mais c'est chiant. Et je trouve que ce produit-là, c'est remarquable. Vous pulvérisez, hein, c'est facile, voilà, sur vous. Ça sent pas mauvais. Et pour tous ceux qui vont partir en bivouac, tous ceux qui vont partir en camping, tous ceux qui vont partir en rando, ne serait-ce que sur une journée dans la forêt ou sur les sentiers, je pense que 2-3 pulvérisations de ça sur les cuisses, sur les jambes, dans le cou, c'est pas mal. Ça convient aux femmes enceintes, ça dure assez longtemps et une efficacité de 8 heures. Voilà, je tenais à le préciser. C'est assez efficace, ça coûte rien et franchement comme ça vous vous ferez plus embêter. Avant de conclure, quelques feather sticks pour vraiment insister sur cette ergonomie qui est vraiment très très bonne. Comme j'ai dit en début, qui est un poil au-dessus pour moi du Tops Bob, même si avec le Tops Bob on a une très très bonne ergonomie hein, au niveau du manche, et là-dessus tout le monde est d'accord. Mais là on est vraiment sur un manche qui est un petit peu plus travaillé, également un petit peu plus arrondi, un petit peu plus fin également pour ceux qui ont des mains de taille moyenne voire petite. Celui-ci va être un manche qui va convenir, qui va être beaucoup plus adapté. Et je trouve que le couteau, du coup, on l'a particulièrement bien en main. Ici, pour se rapprocher un petit peu de la lame, on peut mettre le pouce sur cet arrondi ici. Du coup, on va être un petit peu plus proche du tranchant. Et on a une très très bonne prise en main, un contrôle vraiment impeccable du couteau. Et ça coupe encore très très fort. J'insiste vraiment sur ce 1095 parce que pour beaucoup, le 1095, voilà, c'est vraiment un acier, on va dire classique pour les couteaux outdoor. Mais je trouve que Tops, ils réalisent vraiment un très très bon travail sur cet acier. Et du coup le tranchant il dure vraiment vraiment très longtemps. Très très efficace. Et avec ce bois vraiment hyper sec, on arrivera facilement à se démarrer un feu. Après on peut aller vraiment dans le très très fin. Faire des petits shavings. Voilà, ça va vraiment tout seul. Je ne vais pas vous le comparer au Bob, hein, parce que c'est vraiment pas le but de la vidéo.
mais voilà, il fait vraiment tout ce qu'on pourrait demander à un couteau de survie. Celui-ci le fait remarquablement bien. Pour conclure, sur ce Tops Hog 4.5, vous aurez compris que, voilà, mis à part l'étui qui me convient pas, pour l'utilisation que j'ai de mes couteaux, cet étui je vais vite le changer parce que c'est vraiment, voilà, ça ne me convient pas, ça pourra convenir à d'autres avec toutes cette sorte d'attache, on est bien d'accord, mais voilà, pour moi en tout cas c'est un étui qui, c'est le point négatif, ça va être l'étui. Par contre sur le couteau, voilà, on est sur une alternative à un Tops Bob. Si vous aimez le Bob, vous aimerez le Hog et vice versa. Celui-ci peut être un petit peu plus orienté tactique comme j'ai déjà dit, et pour tous les allergiques ou tous ceux qui ont un petit peu peur de ces émoutures scandivex ou légèrement convexe, voilà, avec celui-ci le problème il est résolu puisqu'on est sur un tranchant en V hyper classique. On est sur une construction comme toujours avec Tops d'hyper bonne qualité, des finitions vraiment au top. Vous voyez, tout est aligné, il n'y a rien qui dépasse. On est sur un manche ici hyper ergonomique, sur un couteau hyper solide, typé survie, hein, vraiment c'est pas un couteau avec lequel on va aller se préparer la nourriture, c'est pas fait pour ça. Alors déjà par le revêtement qui est assez rugueux, mais aussi par l'épaisseur de la lame. Voilà, c'est vraiment un couteau pour aller dans les bois, pour taper dessus. On peut taper sur le dos de lame sans aucun problème. C'est un couteau qui va pas lâcher. Alors ce couteau-ci, je l'ai acheté, alors je leur fais de la pub même pas, puisque je vous dis là où je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté à la coutellerie Tourangelle, encore une fois, puisque il n'y a que là que je l'ai trouvé. Donc il coûte 120 €. Donc un petit peu moins cher qu'un Tops Bob, et franchement entre les deux je n'ai pas de favori. Deux utilisations un petit peu différentes pour moi en tout cas. Celui-ci, le gros avantage encore une fois, c'est que ça va être hyper facile à reprendre. On aura beaucoup moins à se prendre la tête pour retrouver un tranchant, alors qu'avec le Bob, les émoutures convexes, il va falloir quand même faire attention à pas trop aplatir le convexe sur la pierre. Voilà, ce serait vraiment la grosse différence que je pourrais faire entre ces deux couteaux là, mais celui-ci franchement pour 120 €, vous avez un beau petit couteau de survie. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, salut.